Aujourd'hui marque mon anniversaire, une occasion spéciale que nous célébrons habituellement avec un barbecue. C'est notre tradition d'inviter des amis proches, des voisins familiers et de la famille. Cependant, cette année, l'événement semblait un peu inhabituel et assez extravagant. Pour gérer la grande quantité de nourriture, nous avons acheté des grilles et des fumoirs supplémentaires. Même si c'était ma journée spéciale, j'ai pris en charge la plupart des tâches de cuisine. J'admets que mes compétences culinaires ne sont pas exceptionnelles, mais le résultat final a répondu à nos attentes. Être le cuisinier avait ses avantages, comme toujours avoir une bière froide dans ma main gauche pour me rafraîchir pendant que je grillais la viande sans relâche. La question était maintenant de savoir si je voulais mon cadeau d'anniversaire immédiatement ou si je préférais attendre jusqu'au soir pour le découvrir. Une douche chaude était préparée pour moi et Amélia, avec un large sourire, m'a accueilli depuis l'embrasure de la porte de la salle de bain. Elle a mentionné qu'elle me verrait ce soir. J'ai décidé de descendre pour aider les garçons, car Alvin, notre fils de 18 ans, se préparait à partir pour le Texas, suivi de Louis, qui avait 1 an de moins mais avait déjà une bourse à Auburn. Ils étaient de merveilleux fils et je créditais leur éducation aux efforts d'Amélia. Mon rôle principal était de leur offrir un foyer confortable pour grandir. J'étais fier de leur avoir inculqué une solide éthique de travail, mais je ne pouvais m'empêcher de souhaiter avoir été un père plus compréhensif tout au long de leur enfance. Nous avons passé beaucoup de temps dans le jardin et sur la terrasse pour nous assurer que tout était en parfait état. Ensuite, nous avons allumé quelques grilles, en commençant par les côtes dans le fumoir. Alors que les hamburgers, les hot dogs et les steaks étaient simples à préparer, les côtes demandaient une attention particulière. Alvin gérait le fumoir avec expertise et Louis assaisonnait diligemment la viande. Les choses allaient si bien que je pouvais presque me détendre et les laisser tout gérer. Amélia est arrivée juste à temps pour se joindre à nous après nos préparatifs. Ses 2 sœurs sont également venues pour aider avec des tâches supplémentaires. Nous avions plus de 50 invités, donc c'était une grande célébration. Cela m'amuse toujours de voir comment les amis apparaissent magiquement lorsqu'il y a de la nourriture gratuite. Malgré mes 40 ans, je me sentais toujours comme un jeune de 20 ans dans mon cœur. Le mois prochain, Amélia et moi célébrerons notre 20e anniversaire de mariage. Un témoignage de la force de notre mariage. Notre parcours ensemble a été riche en événements et épanouissant. Notre vie amoureuse n'est peut-être plus aussi passionnée qu'avant, mais elle reste agréable. Il y a environ 1 an, Amélia a commencé à travailler et notre relation semblait se refroidir. L'idée d'un nid vide semblait l'inciter à sortir de la maison et tant qu'elle trouvait son bonheur financier, j'étais satisfait. Nous n'avions pas vraiment besoin de revenus supplémentaires, mais Amélia aspirait à la compagnie que son travail lui apportait. Après avoir travaillé dans le jardin, les garçons et moi avons pris une douche. J'avais même une nouvelle chemise que ma mère avait apportée plus tôt dans la semaine. Elle n'était peut-être pas à mon goût, mais la porter était un devoir auquel je ne pouvais me soustraire. Pour être honnête, je me sentais ressembler à un maquereau hawaïen dans ses vêtements. Amélia a eu la bonne idée d'insister pour que je porte un tablier, ce qui s'est avéré être un ajout pratique à ma tenue. Bientôt, les invités ont commencé à arriver avec des plats délicieux, des cadeaux attentionnés et des boissons non alcoolisées. Le temps était parfait, promettant une belle journée. Amélia, comme toujours, était magnifique et jouait sans effort le rôle de l'hôtesse parfaite. Approchant de ses 40 ans l'année prochaine, elle maintenait toujours son apparence juvénile, ne semblant pas avoir plus de 30 ans. J'attendais avec impatience quelques week-ends exotiques et des vacances mémorables avec Amélia. C'était une occasion pour nous de créer des souvenirs précieux et de nous ressourcer après des années de parentalité dévouée. Je regardais Amélia se déplacer gracieusement entre les tables, s'assurant que tout était parfaitement en place. Elle incarnait l'essence de l'épouse et de la mère idéale, me remplissant de fierté. Que pouvait demander de plus un homme? Bientôt, tout le monde s'est rassemblé pour profiter du festin. Des assiettes de nourriture délicieuse apparaissaient et disparaissaient dans tout le jardin. Heureusement, la plupart des invités avaient apporté leurs propres chaises, évitant ainsi tout problème de places assises. Nous avions des glacières remplies de boissons, l'une avec de la bière froide et l'autre avec des sodas pour ceux qui préféraient des options non alcoolisées. Le gâteau, soigneusement rangé dans la cuisine, attendait patiemment son moment. Au milieu de la foule, il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas et je ne pouvais pas comprendre d'où il venait. Son visage ne me disait rien. Une silhouette grande dans une veste bleu foncé se tenait devant nous, s'arrêtant au bord de la zone de la fête pour échanger quelques mots avec un voisin. Le voisin appela Amélia et il la remercia,
lui tendant une enveloppe sortie de sa veste. Amelia reçut l'enveloppe avec une expression solennelle et l'homme fit une brève déclaration avant de partir aussi discrètement qu'il était arrivé, laissant tout le monde en suspens. Amelia resta figée sur place, son expression vide. Après un bref coup d'œil dans ma direction, elle se retira dans la maison. Je restai là, observant silencieusement la situation. Le bavardage animé des invités se transforma en murmures et chuchotements. Sentant le besoin de briser le sort du moment, j'élevai la voix et annonçai que quiconque voulait plus de côtes pouvait se servir. Après quelques instants, Alvin et Louis s'approchèrent prudemment de moi, essayant de comprendre la situation. Alvin demanda ce qui se passait et je ne pus que hausser les épaules en réponse. Alvin commença à se diriger vers la maison mais je tendis la main, touchai son épaule et lui fis signe de s'arrêter en secouant la tête. Je suggérai qu'il vérifie si nous avions besoin de plus de boissons ou de bière, espérant détourner leur attention pendant un moment. Lorsque les conversations dans la cour reprirent lentement leur cours normal, je ressentis un peu de soulagement. Cependant, après 10 minutes, je réalisai qu'il était temps de parler à ma femme. Mais avant que je puisse rassembler mes pensées, Louis intervint avec urgence, sa voix pleine de préoccupation. Il m'informa que maman partait en Mustang. Louis dirigea mon attention vers l'avant de la maison et je vis ma Mustang décapotable noire dévaler la rue à une vitesse effrayante. Alors que tout le monde dans le jardin tournait son regard vers cette scène, le silence tomba sur l'atmosphère autrefois animée. Il était étrange de voir Amelia conduire une Mustang, elle conduisait généralement une mini-fourgonnette, mais en son absence, la Mustang semblait être le choix préféré. Après le départ soudain d'Amelia, de nombreuses questions restèrent en suspens, mais je savais qu'elle devrait attendre son retour à la maison. Malheureusement, les choses prirent une tournure pour le pire. La sœur d'Amelia, Lily, arriva avec un gâteau et je fis une tentative maladroite de montrer un peu de joie. Cependant, son absence jeta une ombre sombre sur l'atmosphère auparavant joyeuse. Un par un, les amis et les voisins nous dirent au revoir et rentrèrent chez eux. La famille proche resta un peu plus longtemps, mais finalement, toutes les tâches furent terminées et il n'y avait plus rien à ranger. Malheureusement, le départ abrupt d'Amelia resta un sujet de conversation inabordé. Il semblait que tout le monde évitait délibérément d'en parler, essayant de préserver un semblant de normalité. Maintenant, seul dans la maison avec mes 2 fils, le silence nous enveloppa. Ils me regardèrent, cherchant un signe ou une explication, mais je n'avais rien à offrir. Assis sur le canapé, je restai seul quand ils se retirèrent dans leur chambre pour la nuit. Et quand le matin arriva, j'étais toujours assis là. Alvin et Louis se levèrent tôt, ne perdant pas de temps pour retourner les grilles empruntées et autres équipements à nos gentils voisins. L'odeur du café fraîchement préparé me tenta de me lever du canapé, mais l'absence d'Amelia continuait de me troubler. Quel que soit le contenu de l'enveloppe, cela devait être très important pour qu'elle parte si soudainement. J'ai fait plusieurs tentatives pour la joindre par téléphone, mais son téléphone était naturellement éteint. J'ai passé la plupart de la nuit éveillé, tourmenté par des pensées, essayant de déchiffrer la vérité derrière la situation. Après avoir retourné les objets empruntés, Alvin et Louis ont senti mon besoin de solitude et sont partis. J'ai apprécié leur compréhension. Cherchant du réconfort, j'ai pris une longue douche chaude dans l'espoir que cela apaiserait la situation, mais malheureusement, le soulagement fut de courte durée. Réalisant que c'était dimanche, je savais qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire dans l'immédiat. Cependant, j'ai décidé de considérer l'idée de demander de l'aide à la police. Bien que je ne connaisse personnellement aucun officier ou détective, j'avais quelques connaissances au palais de justice à qui je pouvais m'adresser. Peut-être pourraient-ils offrir des conseils ou une assistance dans cette situation difficile. Dans notre arrangement financier, Amelia et moi partagions une carte de crédit et une carte de débit. La carte de débit couvrait nos dépenses quotidiennes tandis que la carte de crédit était principalement utilisée pour des achats plus importants. Nous avions pour objectif de rembourser intégralement les 2 cartes chaque mois. Si Amelia avait rencontré des problèmes, elle devait probablement utiliser ces cartes. Les transactions par carte de crédit apparaissaient généralement dans notre relevé bancaire après quelques jours, mais les dépenses par carte de débit étaient immédiatement visibles après quelques heures. Inquiet, j'ai décidé de vérifier notre carte de crédit en premier. Cependant, après un examen approfondi, je n'ai trouvé aucun signe d'activité inhabituelle ou non autorisée. Les transactions par carte de débit, en revanche, racontaient une histoire différente. Environ 2 heures après le départ d'Amelia, elle a effectué un achat de carburant en Pennsylvanie, près de la frontière de l'État de l'Ohio. 2 heures plus tard,
un autre achat de carburant a été effectué dans l'Illinois. La dernière transaction enregistrée a eu lieu à un distributeur automatique à Cedar Rapids où elle a retiré 1 300 $ en espèces. Alors que je sirotais ma 3e tasse de café, une dure réalité s'imposa à moi, Amelia ne prévoyait pas de revenir. Elle ne prenait pas simplement du temps pour réfléchir, elle fuyait activement quelque chose. Bien que j'aimasse ma femme et ne lui souhaitasse rien de mal, je ne pouvais pas soutenir inconditionnellement ses actions. Mon cœur était rempli d'un mélange d'émotions en réalisant que notre relation se trouvait à un carrefour critique. Même si c'était dimanche, j'ai rapidement annulé les 2 cartes en moins de 10 minutes. Environ 1 heure plus tard, je me suis rendu à la police pour signaler le vol de ma Mustang, choisissant de ne pas mentionner que ma femme l'avait prise. J'ai signalé qu'une carte d'essence à l'intérieur de la voiture avait été utilisée dans 3 États, indiquant une direction vers l'ouest. Bien que je me sentisse coupable de ne pas dévoiler toute la vérité, cela me semblait être le seul moyen d'attirer leur attention. Je compris malheureusement que la police semblait plus intéressée à me repousser qu'à enquêter sérieusement sur les circonstances. Suite à ces appels, j'ai effectué un inventaire rapide de la maison pour voir ce qui manquait et si quelque chose semblait inhabituel. En y regardant de plus près, j'ai remarqué que seul le sac à main d'Amelia et un petit sac de voyage avaient disparu. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'elle avait pu y mettre, rendant son départ encore plus mystérieux. Pendant plusieurs heures, j'ai débattu de ce que je devais faire avec son téléphone portable. Étant donné que j'avais déjà pris l'initiative d'annuler les cartes, j'espérais que son absence la pousserait à prendre contact et à fournir une explication à ses actions. Perdu dans mes pensées, j'ai complètement raté l'heure du déjeuner et avant de m'en rendre compte, c'était l'heure du dîner. Mes fils ont apporté quelques pizzas malgré les nombreux restes du jour précédent. Je devais admettre que les tranches chaudes et salées étaient assez bonnes. Finalement, nous nous sommes réunis pour discuter des événements en cours. J'ai partagé toutes les informations que j'avais avec Alvin et Louis, et ils m'ont apporté un soutien sans faille. Cette nuit-là, j'ai trouvé un certain réconfort en dormant dans mon propre lit. Cependant, après quelques heures, il est devenu évident qu'Amelia n'avait aucune intention de prendre contact. Pendant ce temps, Alvin et Louis avaient commencé à travailler dans une entreprise locale d'élagage d'arbres pour l'été. C'était un travail difficile, mais ils relevaient le défi et appréciaient le sens des responsabilités que leur apportait ce nouvel emploi. Alors qu'ils partaient en jeep, je restais sur le porche à leur faire signe d'adieu, le cœur lourd. Après avoir terminé mon café, j'errais sans but dans la maison vide, encore aux prises avec la fin de notre relation et cherchant des réponses qui restaient insaisissables. Finalement, j'ai décidé de contacter mon lieu de travail et de demander une semaine de congé pour me donner le temps de faire le point sur la situation et chercher un peu de clarté. Travailler comme chauffeur, livrant du gravier à une carrière locale, était devenu monotone au milieu de tout ce chaos. Malgré un salaire décent, le travail physique était dur, j'étais souvent en sueur et couvert de saleté. Mais au moins, je n'avais pas à prendre de décision. Je chargeais simplement la cargaison, la livrais et étais payé. Au début du travail d'Amelia chez Prescott Casualty Company, nous assistions à divers événements de l'entreprise ensemble. Ces rassemblements sociaux incluaient des fêtes et des pique-niques, ce qui me permettait de rencontrer certains de ses collègues. Cependant, au cours des 6 derniers mois, je me suis rendu compte que nous avions complètement cessé d'aller à ces événements. Amelia n'en parlait jamais et il ne semblait plus important pour elle. Bien que je n'étais pas très doué pour me souvenir des personnes que j'avais rencontrées, je me souvenais de Jacques et Margie Gilson. Jacques était un charpentier habile et Margie travaillait dans le même bureau qu'Amelia chez Prescott Casualty Company. Réalisé que j'avais besoin de réponses, j'ai décidé d'appeler l'entreprise. J'ai salué Margie au téléphone, me présentant comme Liam Connor et lui demandant si elle avait un moment pour discuter. Margie a répondu, semblant débordée de travail, mentionnant qu'elle était vraiment occupée pour le moment et espérait que ce n'était pas urgent. J'ai hésité avant de poser la question, demandant si Amelia n'était pas venue travailler aujourd'hui. La réponse de Margie m'a surpris, elle m'a informé qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne. Curieux, j'ai insisté, demandant pourquoi. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, et je commençais à me sentir mal à l'aise. Il était clair que Margie était réticente à me parler. Elle a répondu, hésitante, qu'elle ne pensait pas devoir discuter de cela avec moi et m'a suggéré de parler à ma femme. La déception m'a envahi et j'ai avoué que j'adorerais le faire, mais que je n'avais aucune idée d'où elle se trouvait. Après une autre longue pause, Margie a rapidement ajouté qu'elle était désolée mais qu'elle avait beaucoup de travail et devait y aller.
Sans me donner la chance de dire quoi que ce soit d'autre, elle a abruptement mis fin à la conversation, me laissant perplexe. À ce moment-là, j'ai eu un sentiment de malaise, convaincu que quelque chose clochait chez Prescott Casualty et qu'Amelia me le cachait délibérément. Tout à coup, tout prenait sens, la raison pour laquelle nous avions arrêté d'assister aux événements de l'entreprise était claire. Amelia craignait que quelqu'un ne révèle accidentellement ses secrets ou n'éveille mes soupçons quant à son implication dans quelque chose de louche. Contemplant la situation, j'ai attrapé une bière froide et je suis sorti sur le porche pour chercher un peu de réconfort et une chance de rassembler mes pensées. En y repensant, je peux maintenant dire qu'au cours des derniers mois, plusieurs occurrences ont attiré mon attention. Cependant, à l'époque, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Un changement significatif a été l'augmentation des heures supplémentaires d'Amelia. Au début, cela ne m'a pas vraiment inquiété, car ce n'était pas une raison de s'alarmer, mais c'était devenu une habitude régulière qui prenait une signification différente à la lumière des événements récents. Il m'est apparu qu'Amelia avait progressivement cessé de parler de son travail quand elle était à la maison, et nous avions intentionnellement pris nos distances avec ses collègues. Malgré ces changements, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas modifié son apparence ou son style vestimentaire. Il n'y avait eu aucun achat récent de nouveaux vêtements ou de tenues à la mode. De plus, je ne me souvenais d'aucun appel téléphonique ou email suspect qui aurait pu éveiller des doutes. Étant donné la confiance que j'avais en ma femme, il ne semblait y avoir aucune raison de remettre en question ses actions ou son comportement à la maison. Amelia restait aimable et affectueuse, et notre connexion romantique demeurait forte. Malgré mon malaise grandissant, je me suis rendu compte qu'il était temps de chercher une aide supplémentaire. J'ai pensé à Donald Curry, un vieil ami d'école qui travaillait au palais de justice et avait une certaine expertise en informatique. Bien que je ne sois pas entièrement sûr de son rôle spécifique, je savais qu'il s'occupait des ordinateurs dans une certaine mesure. J'ai contacté Donald, expliqué la situation et cherché son avis. Nous avons convenu de nous rencontrer en personne à la porte vitrée lorsqu'il aurait terminé son travail pour discuter du problème et espérer trouver une solution ensemble. Avant de prendre la route, j'ai décidé d'appeler Ron Willem Builder et j'ai découvert que Jacques Gilson, un collègue d'Amelia, travaillait actuellement sur un projet à proximité, construisant un complexe d'appartements. J'ai décidé de lui rendre visite à midi, juste après le déjeuner. D'habitude, je n'avais pas de mal à finir mon burrito de Taco Bell, mais aujourd'hui, je n'ai pu en manger que la moitié. J'étais trop préoccupé par l'idée de parler à Jacques. En arrivant sur le chantier de construction, j'ai remarqué que l'équipe était encore en pause déjeuner. Un sentiment d'anticipation m'a envahi lorsque Jacques m'a aperçu, avec un sourire chaleureux, s'est approché de ma voiture. Son attitude était beaucoup plus amicale que celle de Margie, ce qui a quelque peu atténué mon anxiété. Jacques m'a accueilli chaleureusement et a mentionné que cela faisait plaisir de me voir. Il a supposé que je voulais parler d'Amelia et j'ai hoché la tête en signe d'accord, expliquant que j'avais parlé à Margie aujourd'hui, mais qu'elle ne voulait pas partager les informations dont j'avais besoin de savoir. J'ai suggéré que nous en discutions d'homme à homme, sans détour. J'appréciais l'approche directe de Jacques, mais je savais aussi que s'il tentait de me tromper ou de cacher des informations cruciales, ma patience s'épuiserait rapidement. Jacques a commencé sérieusement à expliquer qu'il avait l'habitude d'ignorer Margie lorsqu'elle commençait à parler du travail. Il m'a partagé ce qu'il pouvait, indiquant qu'Amelia était impliquée avec un homme marié du bureau depuis près de 6 mois. Ils avaient essayé de garder cela secret, mais les rumeurs se sont propagées comme une traînée de poudre. Margie et les autres femmes ont découvert la vérité, et les choses ont commencé à changer. Elles ont remarqué mon absence aux événements de l'entreprise et beaucoup soupçonnaient qu'Amelia me tenait délibérément à l'écart. Avec regret, Jacques a continué en s'excusant de ne pas pouvoir fournir plus d'informations sur l'identité de l'homme. Il a avoué qu'il ne faisait pas attention à ces choses, mais il a offert de découvrir plus d'informations si je le souhaitais. Reconnaissant l'offre de Jacques, j'ai répondu en lui disant de ne pas s'en faire, que je trouverais les réponses par moi-même, et je l'ai remercié pour ce qu'il avait partagé. Les nouveaux détails de Jacques ont peint une image claire de la situation, ne laissant aucune place à la méprise. J'avais ignoré ce qui se passait juste sous mon toit, contrarié et blessé. J'ai immédiatement déconnecté le téléphone portable d'Amelia pour l'empêcher de contacter notre maison. En retournant à la maison, le téléphone a sonné. C'était un appel de la police de Cedar Rapids qui m'informait qu'ils avaient retrouvé la Mustang d'Amelia dans le parking de la station de bus. Elle avait été remorquée à la fourrière et je pouvais la récupérer à tout moment moyennant des frais de $1 300. Décidant de recueillir plus d'informations, je me suis arrêté au poste de police.
Là-bas, j'ai reçu un rapport sur la voiture abandonnée d'Amelia. Les informations indiquaient qu'elle avait quitté la voiture et avait choisi de poursuivre son voyage en bus. Je ne pouvais pas déterminer sa destination précise, mais je soupçonnais que ce pourrait être vers l'ouest. Bien que je ne sois pas au courant de ces liens dans cette région, pour assurer ma sécurité et celle de mes enfants, j'ai pris l'initiative de rendre visite à la banque. Nous avons fermé tous nos comptes joints et ouvert de nouveaux comptes à mon nom uniquement. De plus, j'ai vérifié les bénéficiaires désignés dans les polices d'assurance, m'assurant que mes garçons étaient les bénéficiaires. Avec des émotions mêlées, je suis arrivé tôt le matin à l'endroit convenu, la porte en verre, où j'avais l'intention de rencontrer Donald. Cependant, préoccupé par la gravité de la situation, j'avais trop bu avant son arrivée. Donald a commencé par m'expliquer qu'il y avait une audience de divorce ce jour-là et qu'Amelia était censée témoigner, mais elle ne s'était pas présentée. Il m'a dit que Marsha Ridgway cherchait à divorcer de son mari Kelsey et qu'elle voulait qu'Amelia témoigne contre lui. Sans le témoignage d'Amelia, le divorce ne pouvait pas aller de l'avant. J'ai absorbé ces informations, réalisant que tout se déroulait comme prévu. Il semblait que Marsha Ridgway avait des preuves substantielles pour étayer ses accusations, y compris des photos, des vidéos et des enregistrements téléphoniques. En conséquence, elle ne dépendait pas vraiment des aveux d'Amelia. Il semblait que l'appel d'Amelia avait été conçu pour l'humilier, et il semblait avoir atteint son effet prévu. Maintenant, il semblait que plus personne ne se souciait de la situation d'Amelia. Elle n'avait rien de nouveau à offrir et sa situation n'était plus une préoccupation. Kelsey Ridgway avait en fait tout avoué dès que l'avocat de sa femme avait présenté des preuves, ce qui avait conduit le juge à prendre immédiatement la décision d'accorder le divorce. Le divorce serait finalisé dans 6 mois. Kelsey faisait face à de graves conséquences financières car il devrait verser une pension alimentaire substantielle pour ses 3 enfants, tous âgés de moins de 10 ans. Cette erreur aurait probablement des implications financières à long terme. Après une longue discussion avec Donald, il prit congé en exprimant son désir de rentrer chez lui auprès de sa famille. Je le remerciai pour son aide, et me tournant vers le barman, je demandai une tasse de café. Au départ, j'ai envisagé de prendre un des œufs rouges marinés dans le pot sur le comptoir, mais je me suis souvenu des restes de la fête. Bien que j'ai bu un peu plus que je n'aurais dû, j'ai réussi à rentrer chez moi sans mettre ma vie ou celle des autres en danger. En y réfléchissant, j'ai réalisé que c'était une décision imprudente. Par conséquent, j'ai commencé à emballer 6 côtes dans du papier d'aluminium. Après avoir mis les côtes au four, j'ai décidé de prendre une douche. Lorsque je suis revenu à la cuisine, il ne restait que des os. Alvin et Lewis avaient dévoré la viande de porc dès leur retour à la maison. Ils m'ont taquiné joyeusement jusqu'à ce que j'en sorte une deuxième portion du four. Alvin semblait particulièrement excité par la situation avec la Mustang. Après une conversation de 20 minutes, j'ai finalement accepté et j'ai permis aux 2 garçons de prendre le bus jusqu'à Cedar Rapids puis de ramener la voiture à la maison. Je leur ai alloué $1 600 pour couvrir les frais. Louis a rédigé habilement un document sur l'ordinateur les autorisant à récupérer et conduire la voiture chez eux. Impressionné par sa confiance, j'ai choisi de rester silencieux et de signer le document. Le lendemain matin, nous avons pris le petit déjeuner ensemble à Yop avant que je ne les dépose à la gare routière. Je ne pouvais m'empêcher de rire doucement en les voyant monter dans le bus Greyhound pour un voyage de 2 jours. C'était une précieuse leçon de vie pour assurer une arrivée en douceur. J'ai pris l'initiative d'informer le département de police de Cedar Rapids de leur arrivée imminente, après m'être assuré que tout se déroulerait bien. Je me suis ensuite concentré sur la dernière tâche qui nécessitait mon attention, localiser le bureau de Kelsey Ridgway a pris du temps. Lorsque Margie m'a repéré, elle a instinctivement attrapé son téléphone, mais le temps n'était pas de son côté. Sans prendre la peine de me présenter, j'ai commencé à exécuter mon plan. Les gardes sont rapidement intervenus et m'ont escorté avant même que j'aie eu le temps de comprendre la situation. Peu de temps après, je me suis retrouvé au poste de police face à un juge qui n'a pas perdu de temps pour me condamner à la prison du comté. Il n'y a pas eu de procès. L'échange entre le juge et moi a été bref. J'ai été condamné à 60 jours de prison, mais pour être honnête, cela m'importait peu. C'était ma première opportunité de m'évader. J'ai appelé les gars pour les tenir au courant de la situation. J'aurais juré entendre Lewis ricaner à l'autre bout du fil en quittant la maison sans surveillance pendant quelques jours peut sembler sans problème, mais la réalité diffère souvent de la télévision. Je devais rester vigilant constamment, la plupart des prisonniers étaient peu coopératifs et n'avaient aucune intention de devenir amis,
en plus il y avait beaucoup de jeunes bruyants et insensés autour. Étonnamment, il n'y avait pas beaucoup d'interaction entre les jeunes prisonniers et les plus violents. Il n'y avait pas d'option pour une chambre séparée, donc j'ai dû partager une cellule avec un gars nommé Geoconda. Je n'étais pas au courant du destin de mon frère, il avait trouvé sa femme avec un autre homme et avait été grossier avec elle, mais Jao et moi avons réussi à bien nous entendre pendant notre temps ensemble. J'ai pris le lit supérieur dans notre cellule, la nourriture dans la salle à manger était fortement axée sur les glucides, ce que je n'aimais pas particulièrement. Heureusement, Jou était prêt à m'aider en enlevant les portions excédentaires. Il s'est avéré être le colocataire idéal. 3 jours plus tard, Louis et Alvin sont venus me rendre visite. Ils ont dit que le voyage d'évacuation en voiture s'était déroulé sans incident, mais ils ont exprimé leur réticence à voyager à nouveau en bus de sitôt. Malheureusement, ils n'avaient aucune information sur l'endroit où se trouvait Kelsey ou sur sa situation actuelle. Regrettant, Louis et Alvin ne pouvaient pas fournir de nouvelles informations sur l'emplacement de leur mère, mais ils ont apporté 2 boîtes de cigarettes comme cadeau, même si Alvin ne fumait pas, il croyait que les cigarettes pourraient avoir une valeur pour le troc, probablement influencé en ayant vu trop de films. Jou, quant à lui, était ravi lorsque je lui ai donné les cigarettes, il a expliqué que fumer l'aidait à gérer sa prise de poids pendant son séjour en prison. Il semblait qu'en mon absence, laisser les garçons seuls à la maison ne posait aucun problème. Alvin, étant le responsable, était parti pour l'université une semaine avant ma libération de prison, il avait pris la mini-fourgonnette avec lui, laissant le Jeep à Lewis pour qu'il l'utilise quand je suis rentré à la maison. Lewis et moi avons déjeuné au restaurant Red Lobster, il était excité car il entrait dans sa dernière année d'école, malheureusement, il devrait affronter des problèmes sans ma présence. J'avais d'autres projets le lendemain matin, alors que je passais devant le bureau de Margie, elle avait l'air complètement stupéfaite, ses yeux ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient. D'un clin d'œil malicieux à Margie, je suis entré avec confiance dans le bureau de Kelsey, mais mon retour triomphal fut de courte durée, seulement 3 heures plus tard, j'étais de retour dans le bus en direction des murs familiers de la prison du comté, cette fois-ci avec une peine de 6 mois. Malgré ce retournement de situation, Lewis a trouvé un côté humoristique à la situation et n'a pas tardé à appeler son frère à College Station pour partager la nouvelle. Jou, mon fiable compagnon de cellule, m'a accueilli à bras ouverts à mon retour. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un sentiment de satisfaction d'avoir réussi à atteindre Kelsey encore plus efficacement cette fois-ci. Je ne pouvais pas nier la possibilité d'avoir vraiment eu un impact cette fois-ci. Malheureusement, je n'ai jamais reçu de retour d'information, ce qui m'a laissé dans l'incapacité de déterminer avec précision l'issue de mes actions. Comme prévu, j'ai perdu mon emploi, ce qui n'a pas été une surprise. Heureusement, j'avais assez d'argent pour couvrir l'hypothèque et les dépenses quotidiennes. Lewis s'est occupé de tout efficacement sans rencontrer de problème. En plus du soutien indéfectible de Lewis, j'ai reçu régulièrement des visites d'autres membres de la famille. Lewis s'assurait toujours que j'avais un approvisionnement régulier de cigarettes pour Jao. Les sœurs d'Amelia ont également exprimé leur sympathie lors des visites, et aucun membre de la famille n'a montré de signe de mécontentement ou de désapprobation. Cela faisait un moment que je n'avais pas eu de nouvelles d'Amelia, mais étrangement, nous avons réussi à célébrer Thanksgiving et Noël en famille, même derrière les murs de la prison. Mais moins d'un mois après le départ de Jao, mon fiable compagnon de cellule, on ne pourrait pas dire tout à fait que je l'ai perdu, car il a été libéré avant moi. Malheureusement, Jou s'est retrouvé dans une situation difficile, sa femme et son frère avaient déjà déménagé en Floride, et il n'était pas sûr de ce qu'il devait faire ensuite. Lewis y a vu une opportunité et a suggéré qu'il serait bien d'inviter Jao à rester avec nous jusqu'à ce qu'il trouve ses repères. Lewis a gentiment proposé d'aider Jao à trouver un emploi dans une entreprise d'élagage d'arbres, mais Jao avait déjà pris sa décision de déménager vers un climat plus chaud dans le sud, probablement en Floride. De manière intéressante, la nuit précédant le départ de Jao, un incident inhabituel s'est produit, Kelsey Ridgeway a été retrouvé dans une ruelle du centre-ville, affirmant avoir été attaqué par une personne inconnue. Ce qui était amusant, c'est que j'avais un solide alibi avec Jao lui-même. À ma sortie de prison, j'ai décidé que j'avais assez pris ma revanche sur Kelsey, surtout maintenant qu'il avait déjà déménagé de la région et que je n'avais aucun intérêt à le poursuivre davantage. J'ai décidé de m'inscrire à un cours pour apprendre à conduire de grands camions, ce que j'ai trouvé relativement facile comparé à la conduite de camion-bennes, que je connaissais déjà. Comme je devais attendre quelques mois que Lewis commence ses études à Auburn, j'ai utilisé ce temps pour réparer et embellir notre maison, bien que j'ai envisagé de la vendre. Cependant,
les complexités bureaucratiques liées au transfert de propriété uniquement à mon nom m'ont dissuadé de suivre cette voie. Depuis le départ d'Amelia, elle est restée complètement silencieuse, ne fournissant aucune information sur sa localisation. J'ai saisi l'opportunité d'emmener le Mustang avec moi en Alabama, attirant ainsi l'attention du sexe opposé, même s'il ne m'attirait pas personnellement. J'ai reconnu que je n'étais plus aussi jeune et attirant qu'auparavant. Finalement, j'ai réussi à trouver un couple prêt à acheter la maison, malgré les ombres qui planaient sur son histoire. Bien que je ne sois pas entièrement convaincu par la déclaration de l'avocat, le couple a conclu une bonne affaire sur le prix de la maison. L'avocat les a assurés que la signature d'Amelia n'était pas nécessaire, et je n'ai vu aucune raison de contester cela. Tout ce que je voulais, c'était rompre proprement avec la propriété sans complication. J'ai utilisé l'acompte de la vente de la maison pour investir dans une plateforme de forage équipée d'une aire de repos. Avant même de m'en rendre compte, j'étais sur la route ouverte, enfin en train de ressentir un sentiment de liberté. Étonnamment, je n'ai jamais eu envie de divorcer d'Amelia. Cela ne m'attirait pas parce que je n'avais aucune intention de me remarier. Pendant mon temps en prison, j'ai réalisé que les occasions de rencontrer des femmes intéressantes étaient assez limitées, et l'influence de Yoko ne me permettait pas de considérer d'autres options. De manière intéressante, il semblait qu'Amelia n'était pas intéressée par le divorce non plus, puisque je n'ai reçu aucun papier de divorce. Trouver un emploi n'a pas été difficile pour moi. Heureusement, je n'avais pas désespérément besoin d'argent, donc je pouvais être sélectif sur les charges que je transportais. J'ai essayé d'éviter de transporter quoi que ce soit de congelé, vivant, toxique ou explosif. De plus, j'ai évité les voyages d'hiver au nord de la ligne Mason-Dixon. M'adapter aux subtilités du camionnage n'a pas pris longtemps, à ma grande surprise, j'ai découvert que j'appréciais vraiment ma nouvelle vie. Lors d'un de mes voyages au Dakota du Sud avec une charge d'équipement agricole, les choses ont pris un tournant intéressant. Heureusement, c'était juin, donc le temps était coopératif. Après avoir livré la cargaison, j'ai continué mon voyage vers le sud, en faisant un détour de 5 miles de l'I-90 jusqu'à ce que je tombe sur un établissement appelé Belly Up. Malgré son extérieur modeste, le parking était animé par de gros camions et des voitures. Intrigué, j'ai décidé de m'arrêter pour jeter un coup d'œil. À ma grande joie, j'ai découvert que le dîner servait des petits déjeuners toute la journée et les portions étaient non seulement généreuses mais aussi incroyablement savoureuses. Bien que la plupart des clients soient des habitués, il était clair que certains routiers avaient découvert cette pépite cachée, impatients de voir ce que le dîner avait à offrir. J'ai immédiatement commandé mon plat préféré accompagné d'une tasse de café. Alors que je m'installais à ma place, j'ai remarqué 3 télévisions grand écran dispersées dans l'établissement, chacune diffusant différents programmes qui ne semblaient pas captiver beaucoup l'attention des clients. L'écran le plus proche de moi diffusait beaucoup de contenu politique et une vidéo en particulier a attiré mon attention. Elle mettait en vedette un candidat charismatique nommé Robert, avec ses cheveux argentés frappants. À ma grande surprise, une femme se tenait à côté de Robert, habillée de manière remarquable comme Jackie Kennedy, arborant un grand sourire. Il s'agissait de nulle autre qu'Amelia, mon Amelia. Avant que je puisse pleinement absorber cette vue inattendue, mon attention a été détournée par l'arrivée de l'assiette la plus colossale de pommes de terre que j'avais jamais vue. Betsy, la serveuse, me l'a placée devant moi en plaisantant qu'elle était pour moi, et m'a demandé si j'avais besoin de tabasco. Amusamment, la bouteille de tabasco était astucieusement cachée derrière le poivrier, ce qui a fait rire Betsy quand elle a révélé joyeusement sa cachette. J'ai aspergé mes pommes de terre avec, intrigué, j'ai demandé à Betsy à propos de la femme à côté de ce bavard. Elle a ri et expliqué qu'elle était la nouvelle compagne de Robert. Les rumeurs suggéraient que Robert avait besoin de sa femme pour soutenir ses ambitions politiques et peut-être contrer les spéculations sur son orientation. Pendant que j'appliquais généreusement du tabasco sur mes pommes de terre, je ne pouvais m'empêcher de commenter qu'elle semblait avoir vieilli un peu pour être considérée comme une compagne, mais en période de crise, on ne peut pas se permettre d'être trop pointilleux. J'ai également mentionné ma croyance que les femmes plus âgées sont souvent des partenaires romantiques plus épanouissantes et j'ai demandé à Betsy si elle était d'accord. En observant l'apparence de la femme, je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa transformation, ses cheveux blonds autrefois étaient devenus d'un élégant brun clair, comme si elle venait de sortir d'un salon haut de gamme. Son maquillage impeccable accentuait ses traits et son costume parfaitement taillé flattait sa silhouette. Détournant mon attention de la télévision, j'ai réalisé que Betsy était retournée à ses occupations, probablement parce que les pommes de terre étaient exceptionnelles. Le dîner était animé et le parking complet attestait de sa popularité.
Elle a rempli ma tasse de café 2 fois pendant que je savourais mon délicieux repas, ne laissant aucune trace de reste sur l'assiette. Malgré les options tentantes de dessert, mon estomac satisfait n'avait pas de place pour plus d'indulgence. Betsy a débarrassé mon assiette vide et a rapidement déposé l'addition devant moi. Lorsque j'ai demandé à propos des élections, Betsy a répondu avec un éclat dans les yeux. Elle a expliqué qu'ils faisaient tout leur possible pour s'assurer qu'il ne gagne pas, car il avait des soutiens influents avec de gros portefeuilles derrière lui. Les habitants locaux ne voulaient rien avoir à faire avec lui, mais malheureusement, ils n'avaient pas assez de votes ou de fonds pour l'arrêter. J'ai sorti mon porte-monnaie et un léger sourire a traversé mes lèvres. Betsy a remarqué et n'a pas pu s'empêcher de demander ce qui m'amusait et si je savais quelque chose. Avec un sourire, j'ai répondu « Oh, peut-être que j'ai quelques informations ». Les yeux curieux de Betsy brillaient. Je lui ai demandé avec empressement s'ils s'étaient vraiment mariés, et elle a acquiescé en ajoutant que leur mariage avait même été diffusé à la télévision, un peu comme une émission de télé-réalité. Après une brève pause, j'ai continué en mentionnant qu'il semblait qu'ils avaient manqué la lune de miel traditionnelle et qu'ils attendaient qu'il prenne officiellement ses fonctions. Elle a répondu avec un sourire entendu. J'ai laissé un billet de $10 sur le comptoir et j'ai fait mes adieux amicaux, l'assurant que je n'étais pas là pour semer la zizanie ou me mêler de choses qui ne me concernaient pas. Au moment où j'ai franchi la porte, Betsy s'est penchée et m'a demandé si j'avais quelque chose à lui dire, soulignant l'importance et son besoin de sommeil. J'ai marché vers ma voiture avec un sourire persistant sur le visage, prêt à affronter tout ce qui m'attendait. Alors que je m'installais dans la voiture, impatient de trouver un repos bien mérité, j'ai remarqué Betsy me regardant à travers la fenêtre, juste au moment où je commençais à somnoler pour une sieste bien méritée, un coup insistant à la porte m'a sorti de mon sommeil, irrité. Je me suis d'abord efforcé d'ignorer le bruit en espérant qu'il cesse. Je grognais pour que cette frappe insistante parte, mais les coups répétés ne faisaient que devenir plus forts. À contre-séhure, j'ai cédé au visiteur insistant et ouvert la porte avec agacement. Dans l'obscurité et sous la pluie, une femme sévère en imperméable se tenait devant moi, peinant à distinguer son visage. Je grognai que je n'avais enfreint aucune loi et lui dis de me laisser tranquille. Imperturbable, la femme déclara fermement que Betsy lui avait demandé de me parler. Malgré le mauvais temps, elle insista pour prendre quelques minutes de mon temps. Mécontent, j'ai finalement accepté de l'écouter, bien que la fatigue me pesât lourdement et que je désirais ardemment ce repos bien mérité. Je lui accordai une brève fenêtre de 10 minutes pour parler, à quoi elle supplia avec un regard résolu et une voix insistante. Agacé par son insistance, je répondis sèchement que je n'étais pas intéressé et qu'elle aille trouver quelqu'un d'autre pour discuter. Il y avait une pointe de déception dans sa voix quand elle répondit « Zut, il s'agit d'Amélia. Retrouvons-nous à l'intérieur dans 10 minutes. » Surpris par la mention du nom d'Amélia, j'ai consenti à contre-cœur à sa demande alors qu'elle refermait la porte et s'éloignait avec un léger demi-sourire sur le visage. Le restaurant bourdonnait encore d'activité et un nombre décent de clients remplissait l'espace. Intrigué et quelque peu sceptique, je décidai de m'obliger et entrer à l'intérieur, espérant démêler le mystère entourant la situation d'Amélia. À côté de l'entrée du café, il y avait une zone équipée de vêtements de pluie qui deviendraient bientôt des vêtements d'hiver dans quelques mois. Je l'ai repérée assise dans une banquette près de la fenêtre avec 2 tasses de café devant elle. Ses cheveux noirs lisses et brillants avec une petite mèche blanche sur un côté ont attiré mon attention. Observant son teint hâlé par le soleil, il était évident qu'elle était une passionnée du plein air, habituée aux éléments. Sa peau bien bronzée manquait de la douceur typique des individus plus délicats. En fait, elle était loin d'être une jeune femme, elle semblait avoir entre 30 et peut-être 40 ans. Des pommettes saillantes accentuaient ses traits du visage dépourvu de maquillage visible. Je pris place dans la banquette en face d'elle, tendis la main pour une poignée de main et me présentai comme Liam Connor. Elle serra ma main et répondit en donnant son nom, Sally Wilmot. Par politesse, je lui proposai quelque chose à manger et demandai si elle avait faim, mais elle déclina, expliquant qu'elle avait déjà pris un plat signature il y a seulement 3 heures et n'avait pas l'intention de manger à nouveau pour un moment. Elle dit cela avec un sourire poli. Sally continua à expliquer la raison de son désir de me parler. Elle mentionna que Betsy avait indiqué que je pourrais avoir des informations sur Robert et Amélia. Perplexe, je ne pus résister à demander quelle était la signification d'Amélia dans tout cela. Sally répondit, « Mon frère Kevin se présente contre Robert », et après une courte pause, elle ajouta, « Donc oui, c'est personnel pour moi. » Sally précisa, « Mais ce n'est pas juste une affaire personnelle.
Kevin représente les intérêts de notre quartier et nous croyons que beaucoup de gens pourraient ne pas avoir une chance équitable. Si Robert est élu, interloqué, j'ai demandé, d'accord, mais je ne vois toujours pas le lien entre sa femme et tout cela. Sympathique, Sally a hoché la tête et expliqué qu'il n'était pas totalement sûr non plus, tout ce qu'il savait, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Leur comité électoral a tenté de recueillir des informations sur Amelia mais n'a rien trouvé. L'équipe de campagne de Robert est restée muette et n'a divulgué aucun détail. Ce n'est peut-être rien, mais leur anxiété grandissait. Betsy a mentionné que je pourrais éclaircir cette affaire. Amusé par son perspicacité, j'ai doucement rigolé et fait un commentaire léger sur mes talents au poker. Sally a reconnu ma déclaration d'un regard complice. En effet, a-t-elle dit, validant mes soupçons, vous savez clairement quelque chose. Alors, allez-vous me le dire ? Terminant mon café, je n'ai pas pu m'empêcher de rire ironiquement à ces mots. Je suis prêt à répondre à toutes les questions, ai-je commencé. Soulagé, Sally a répondu, oh, c'est génial, cela nous rend fous. Alors, comment connaissez-vous Amelia ? Avec un soupir de sincérité, j'ai admis, c'est ma femme. Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans et nous ne nous sommes jamais divorcés, bien que je ne l'ai pas vue depuis des années. À moins qu'elle ne m'ait divorcé sans que je le sache, nous sommes probablement toujours légalement mariés. Oui, nous sommes toujours mariés, ai-je confirmé. Sally semblait choquée et momentanément sans voix. Elle est restée silencieuse, le regard fixé sur moi. Après un court moment de pause, elle a finalement trouvé sa voix et posé la question brûlante. Quel était le nom de jeune fille d'Amelia quand elle s'est mariée ? Son nom de jeune fille était Connor, ai-je répondu franchement. Sally n'a même pas essayé de cacher son étonnement. Mon Dieu, s'est-elle exclamée, sa voix emplie de surprise. Cette nouvelle semblait déclencher une tempête d'émotions chez Sally. Au milieu de tout cela, Betsy n'a pas pu contenir sa joie et s'est précipitée vers notre table, attirant l'attention de tout le monde autour. J'étais submergé à la fois par l'embarras et le bonheur. Lorsque Sally s'est levée de sa chaise, émue par l'instant, elle a embrassé Betsy, affichant son excitation. Puis elle s'est dirigée vers un coin plus calme du restaurant et a sorti son téléphone portable pour passer un appel, encore légèrement rougissante. Betsy s'est penchée et a chuchoté qu'elle n'avait pas vu Sally aussi excitée depuis 5 ans. Elle a exprimé son intention de retourner à sa voiture et de reprendre le travail. Je lui ai dit au revoir et exprimé combien c'était un plaisir de la rencontrer. En marchant vers la sortie, la pluie s'est momentanément calmée, offrant une courte pause. Cependant, avant que je n'atteigne ma voiture, Sally m'a arrêté en me saisissant le bras fermement. Elle a insisté fermement pour que je ne parte pas encore et que je devais parler à Kevin. À contre-séhure, j'ai accepté, réalisant qu'une brève conversation ne prendrait pas trop de temps. J'ai concédé en disant que j'étais prêt à accorder quelques minutes, bien que j'aurais préféré laisser le passé derrière moi. La curiosité l'a emporté et j'ai demandé à quelle heure Kevin arriverait, comme je l'avais mentionné à Betsy plus tôt. Sally m'a assuré qu'il nous rencontrerait chez moi. J'ai alors demandé si elle voulait venir avec moi ou préférait prendre son propre camion. En réponse, j'ai déclaré que je la suivrais car je me sentais plus à l'aise avec mon propre moyen de transport. Sally conduisait un vieux Jeep, mais j'ai choisi d'utiliser ma propre voiture. En roulant plusieurs kilomètres sur une route en gravier, il est devenu évident que notre destination était une vieille maison battue par les intempéries. La zone autour du puits indiquait que quelqu'un était à l'intérieur. L'absence de pelouse conventionnelle était remplacée par une abondance de gravier, et malgré mes efforts pour éviter de me salir, ce qui s'est avéré être un défi donné les circonstances, j'ai remarqué l'absence d'autres véhicules et j'ai supposé que Kevin n'était pas encore arrivé. En entrant dans la pièce, mon attention a été attirée par un espace désigné près de la porte pour suspendre les manteaux mouillés et ranger les chaussures, ce qui semblait pratique compte tenu de la présence de nombreux manteaux et bottes dans la zone d'entrée. L'intérieur de la maison avait une disposition unique, ressemblant davantage à une salle de classe qu'à un salon traditionnel, avec des bureaux et des ordinateurs à la place de tables de chevet et de lampes de table. Alors que je m'émerveillais de cette configuration distinctive, j'ai croisé le regard des 3 fils adolescents de Sally, qui m'observaient briser le silence. Sally m'a présenté en expliquant ma présence là-bas pour aider l'oncle Kevin. Puis Sally a présenté ses fils, Tracy, l'aîné, suivi de Tyler et du plus jeune, Tanner. Ils ont tous souri poliment et ont acquiescé en signe de reconnaissance. Je ne pouvais m'empêcher de trouver la situation quelque peu amusante et j'ai pouffé. J'ai fait remarquer, c'est un peu étrange que tous leurs noms commencent par la lettre T.
Ça ne peut que m'amuser, surtout que j'ai 2 fils nommés Alvin et Louis. Tyler a été le premier à rompre le silence et à parler, peut-être intrigué par notre lien ou désireux de commencer une conversation. Il a demandé l'emplacement de mes fils, ignorant le regard désapprobateur de sa mère. J'ai répondu négligemment, Alvin est à Texas A&M et Louis va à Auburn. Ma réponse semblait électriser l'atmosphère et susciter l'excitation dans la pièce. Tracy, qui avait semblé plutôt réservée jusque-là, est soudain devenue animée et a montré une énergie semblable à celle du lapin Energizer. Tracy a enthousiaste exclamé, « Je vais en fait à College Station en août ». Leur curiosité a conduit à plus de questions et je me suis retrouvé vraiment engagé dans leurs interrogations. Tracy a demandé depuis combien de temps Alvin étudiait à Texas A&M et ce qu'il étudiait. Sally l'a gentiment encouragé à ralentir en disant, « Prenez votre temps, mon cher. Je suis sûr que M. Connors a tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions. » À leur insu, Tracy avait reçu une bourse de football complète et s'était déjà engagé dans le programme ROC. Pendant ce temps, Tyler avait été accepté à la prestigieuse US Naval Academy à Annapolis et commencerait son voyage là-bas dans 1 an. Quant à Sally, elle avait vécu un chagrin immense quand son mari, un courageux soldat de la garde nationale, avait tragiquement perdu la vie dans le golfe Persique il y a 5 ans. Tanné a choisi de ne pas partager d'informations supplémentaires, et j'ai respecté sa décision en m'abstenant de poser d'autres questions. Le plus jeune des garçons n'avait pas encore pris sa décision, mais sa mère s'assurait qu'il reste concentré sur ses études, tandis que je restais dans l'ignorance quant à la raison du retard de Kevin. L'heure suivante fut consacrée à la conversation avec les fils de Sally sur divers sujets. Sally observait depuis la touche, remarquant le lien qui se formait entre nous, différent de celui que j'avais avec mes propres enfants. Passer du temps avec les enfants de Sally me rappelait combien mes propres garçons me manquaient. Kevin est finalement arrivé, accompagné de 2 assistants. Après s'être tous rencontrés, Sally a distribué des tâches à ses fils et les adultes se sont rassemblés à la table de la cuisine. Il y avait un soupçon de doute dans l'air concernant ma prétention d'être le mari d'Amelia, mais je n'avais aucune envie de m'engager dans une dispute à ce sujet. Lorsque je me suis levé de ma chaise pour remercier Sally pour le café et dire au revoir aux garçons, Sally s'y est fortement opposée, m'incitant à me rasseoir. Les visages restants autour de la table se sont tus tandis que Sally a pris en charge la conversation, adoptant l'attitude de quelqu'un en campagne politique. Sally a demandé des preuves de mon mariage avec Amelia. D'un geste vif, j'ai sorti une photo de mariage de mon portefeuille. Bien que le temps ait passé, Amelia avait vieilli et changé de coiffure, mais sa présence incontestable était toujours perceptible. J'ai alors dirigé mon regard vers l'un des assistants de Kevin, qui avait un ordinateur portable devant lui. Je lui ai demandé de visiter le bureau d'enregistrement civil du comté de Burke en Pennsylvanie, où il pourrait trouver un accès en ligne au certificat de mariage de 1960 à 1990. Je lui ai dit de chercher sous mon nom, Liam Connors, et de préciser la date du 17 août 1979. L'assistant de Kevin a confirmé ses instructions. Kevin a visiblement soupiré de soulagement à cette révélation, et j'ai hoché la tête pour confirmer la validité des informations. Je les ai rassurés en leur disant qu'ils étaient les bienvenus pour enquêter davantage, y compris en recherchant des dossiers de divorce. Pour autant que je sache, et pour tous les autres, j'étais toujours marié et cela ne me préoccupait pas sentant que la conversation devenait monotone et ennuyeuse cette fois-ci, personne ne s'est opposé lorsque je me suis levé pour partir. J'ai demandé s'il était possible de dormir quelques heures dans leur allée avant de reprendre la route, et Sally a répondu affirmativement. Elle m'a escorté jusqu'à la porte, et en me retournant, j'ai vu que Kevin et ses associés étaient profondément absorbés par leurs affaires politiques. Les garçons m'ont fait signe, ou peut-être pas, alors que je quittais la pièce. 1 heure plus tard, j'ai entendu les sons du départ de Kevin et de son entourage. Je pensais que la nuit s'était découlée paisiblement, mais ma paix a été interrompue par un autre coup à la porte. Sally a rapidement grimpé dans la cabine, vêtue d'une chemise de nuit en flanelle, et m'a fait signe de me taire en mettant son doigt sur ses lèvres. Nous étions suffisamment loin de la maison pour que les garçons n'entendent pas notre conversation, mais il semblait que Sally voulait simplement que nous restions silencieux. Nous avons passé au moins 1 heure ensemble, exprimant passionnément notre affection l'un pour l'autre. Bien que ce ne fût pas l'arrangement le plus confortable, c'était un moment important pour nous deux, scellant notre connexion et notre compréhension mutuelle dans le silence de la nuit. Les quartiers de repos dans la cabine du camion étaient tout au plus décents et convenaient pour se reposer étant donné les circonstances. J'en ai tiré le meilleur parti. Sally est partie aussi discrètement qu'elle était arrivée,
sans échanger un seul mot, alors que le jour se levait. Une autre frappe à la porte arriva, cette fois c'était Anne qui m'invitait à les rejoindre pour le petit déjeuner dans la maison. Heureusement, les garçons et moi avions des préférences alimentaires similaires, et Sally était douée pour préparer de tels plats. Après avoir conversé avec les gars pendant 1 heure, je commençais à me sentir à l'aise et détendu. Qui plus est, j'étais assez à l'aise pour demander la permission à Sally de prendre une douche chaude avant de partir. 1 heure passa et je me retrouvai de nouveau sur la route, même brièvement. Juste avant d'atteindre l'autoroute, je fus arrêté par le shérif local. Il s'avéra que M. Kevin souhaitait poursuivre notre conversation. Je suivis la voiture de police jusqu'à l'endroit où Kevin m'attendait pour le petit déjeuner. Il était en train de déjeuner et m'invita gentiment à rejoindre Betsy. Elle entra, apporta du café et me fit un clin d'œil complice. Il semblait qu'elle avait un lien plus étroit avec Sally que je ne l'avais initialement pensé. Apparemment, les conseillers juridiques de Kevin étaient intéressés par ma présence continue, en utilisant le vieil adage « le temps, c'est de l'argent ». J'ai essayé de le dissuader, mais il sourit simplement et continua le repas. Il aurait été facile d'accepter tout et de disparaître sans laisser de traces, mais compte tenu des événements de la nuit précédente, j'ai décidé qu'il était dans mon intérêt de rester quelques jours de plus. Le groupe m'a assuré qu'il couvrirait le coût d'une chambre d'hôtel et des repas, bien qu'il n'ait pas les fonds pour plus. Cela représentait une occasion précieuse de rafraîchir ma garde-robe, de régler mes factures impayées et de m'occuper de mes besoins bancaires. Utilisant le Wi-Fi, j'ai saisi cette chance en envoyant quelques courriels à mes associés et en réglant promptement toutes les factures impayées. Alors que je pliais la deuxième lessive de la sécheuse, j'ai été surpris par l'apparition inattendue de Sally. Elle demanda ce que je faisais avec un haussement d'épaule innocent. J'ai répondu que je pliais simplement le linge. Sally m'a rappelé alors que je devais partir, soulignant que j'avais dit que je partirais ce matin-là. Les plans avaient changé, elle expliqua, car son frère lui avait demandé de prolonger son séjour ici de quelques jours. Elle mentionna être venue me voir la nuit précédente, supposant que je serais parti aujourd'hui, et reconnut que ma présence n'était pas souhaitée pour elle. À travers les mots hésitants de Sally et son choix de phrases, il était évident qu'elle n'avait jamais eu l'intention que notre interaction dépasse une seule rencontre, et qu'elle ne savait pas comment naviguer dans la situation. J'ai trouvé sa déception plutôt amusante, ce qui a donné lieu à une certaine légèreté. De plus, après ma conversation du matin avec Kevin, j'ai sérieusement envisagé l'idée d'acheter une maison et de m'installer définitivement dans cette région. Kevin n'avait pas une image tentante de la situation, mais je n'étais pas du genre à me laisser facilement influencer par des promesses vides. J'ai décidé d'avoir une conversation franche avec Sally, l'invitant à s'asseoir sur un banc à côté des sécheuses. Je lui ai expliqué franchement que mon frère insistait pour prolonger son séjour ici encore quelques jours, juste le temps de décider de poursuivre Robert. J'ai promis de maintenir mes distances avec elle et les garçons jusqu'à ce que tout soit réglé. J'ai souligné que je n'avais jamais eu l'intention de la mettre mal à l'aise ou embarrassée. Sally a secoué la tête et a révélé que les garçons m'appréciaient vraiment. Elle a dit qu'ils avaient demandé quand je pourrais revenir et étaient un peu déçus d'apprendre que je partais. Tyler avait même demandé à Sally de discuter avec moi de la possibilité de rester un peu plus longtemps. J'ai présenté mes excuses si mes intentions amicales avaient causé des complications et je lui ai assuré que ces garçons me rappelaient mes propres enfants, ce qui facilitait notre connexion. J'ai insisté sur le fait que je n'avais jamais eu l'intention de lui causer des ennuis. Mila exudait l'air d'une professionnelle expérimentée. Elle se présenta comme Mila et expliqua qu'elle était avocate chez Levi's Brothers à Sioux Falls. Le fait qu'elle connaissait mon deuxième prénom m'envoya une vague de malaise. Sentant l'urgence de la situation, je m'excusai et me retirai vers la salle de bain. En fermant la porte derrière moi, j'entendis distinctement le bruit du réservoir de la chasse d'eau se remplir. Malgré mon intention initiale de me retenir, la tentation de semer la perturbation prit le dessus et je fis un acte subtil de sabotage. Moins d'1 minute plus tard, je sortis de la salle de bain et retournai vers Mila assise à la table. Elle demanda, était-ce nécessaire? Je répondis avec un soupçon d'amusement, pas vraiment, mais votre ton donnait l'impression que cela pourrait prendre un certain temps. Je m'excuse, je cherchais simplement à maintenir le professionnalisme. Elle manqua la cible, sa déception était palpable. Que désirez-vous, demandai-je. Notre société représente Robert. Nous avons récemment découvert que votre mariage avec Amelia Connor n'a pas été légalement dissous, et nous aimerions rectifier cette situation. Comment, interrogeai-je, perplexe.
Il existe des lois dans l'État qui permettent la dissolution accélérée du mariage dans certaines circonstances. Nous croyons qu'avec votre aide, nous pourrons en profiter. Je me sentais mal à l'aise et je m'interrogeais sur ses motivations. Pourquoi ai-je besoin de cela? Ma question sembla la surprendre, elle semblait désarçonnée à ce stade de la conversation. Bien que j'aie envisagé de divorcer, j'étais prudent de ne pas le révéler à Mila. Elle réfléchit à mes mots avant de répondre. Je lui demandai une explication franche et honnête sur les raisons pour lesquelles ma femme et moi ne vivions plus ensemble. Elle s'adossa légèrement en déboutonnant le premier bouton de son chemisier et commença à expliquer. Elle partagea que ma femme avait eu une liaison avec un collègue il y a 3 ans, ce qui l'avait poussée à partir car elle ne pouvait plus résister à moi et à mes enfants. Son explication franche me prit au dépourvu et je lui dis que c'était suffisamment clair. Je m'enquis du but de notre rencontre et elle soupira, reconnaissant la situation légale difficile dans laquelle se trouvaient ma femme Amélia et monsieur Robert. Elle espérait faciliter la situation d'Amélia et accélérer le divorce. Je levai un sourcil et demandai quels étaient les avantages pour moi. Mila répondit que cela me donnerait la liberté. Je ris doucement, exprimant ma satisfaction avec ma situation actuelle et suggérant qu'elle devait me convaincre que ma vie s'améliorerait. Elle fit une pause, essayant de comprendre mon point de vue, et me demanda ce que je voulais. Si je cherchais une compensation financière et combien. Je me penchai en avant et demandai les termes du divorce proposé. Sa réponse fut inattendue, aucun. Elle précisa que le processus pourrait être accéléré sans échange d'argent, de biens ou de dispute de garde. Les deux parties se sépareraient simplement avec ce qu'elles avaient à ce moment-là, sans rien devoir l'une à l'autre, aboutissant à une résolution propre et définitive. En réponse, Sally a dit qu'elle devait admettre qu'elle n'avait pas simplifié les choses en venant à mon camion la nuit précédente. Elle a reconnu que j'avais ajouté une couche de complexité à la situation et m'a demandé pourquoi j'étais venu à elle sur un ton bas. Elle a mentionné que cela faisait 5 ans depuis le décès de son mari et a expliqué qu'après 5 longues années sans confort ni passion, cela avait semblé être le moment parfait pour qu'une telle opportunité se présente, surtout puisque j'étais censé partir ce jour-là. L'enthousiasme de Sally était ravivé et elle a remis en question pourquoi je n'étais pas parti désabusé. J'ai rapidement rassemblé une pile de sous-vêtements pliés, les lui ai remis, ramassé le reste de mes affaires, puis je suis retourné dans ma chambre de motel. S'engager dans des relations amoureuses avec une femme dans un lit normal est certainement plus pratique, mais ce qui m'a le plus plu, c'était de partager une douche ensemble. À la fin de la première semaine, tous les garçons ont reçu des t-shirts et des sweatshirts avec les logos du Texas et d'Auburn. Sally a gardé l'un des sweatshirts oversize d'Auburn pour elle-même. Pendant ce temps, j'ai à peine prêté attention aux manœuvres politiques que Kevin et son équipe semblaient bien gérer sans mon intervention. Mais alors, des nouvelles de l'histoire énigmatique d'Amélia ont émergé et les médias ont commencé à la présenter comme une sensation. Les partisans de Robert ont fait des tentatives féodales pour minimiser l'importance de ces révélations, tout en continuant de nier ou d'ignorer les accusations. La situation ne faisait qu'empirer, conduisant à une rapide chute de la cote de popularité de Robert. Je me suis abstenu de m'engager dans les affaires politiques jusqu'à ce qu'un matin, une femme grande aux cheveux blonds et à la posture impeccable est venue me rendre visite dans mon motel. Malgré le fait que je sois emboxé, je l'ai invitée à entrer pendant que je triais une pile de billets de $500. Ses yeux évitaient les miens, mais j'observais attentivement chacun de ses mouvements subtils. Elle était vêtue d'un costume sombre avec une chemise blanche et des modestes talons noirs. Intrigué, j'ai demandé la durée typique d'un tel processus. Elle m'a informé que cela prenait généralement moins de 90 jours et qu'une décision serait prise avant les élections. Nous avons échangé un regard complice, reconnaissant son importance. J'ai demandé si je devais rendre visite à ma femme pour me rassurer, mais Madame Mila a répondu qu'il préférait que je ne le fasse pas. Finalement, j'ai accepté la proposition mais avec une condition, il devait couvrir mes frais d'hébergement et de nourriture jusqu'à la fin du processus. Madame Mila a souri, montrant que le résultat dépassait ses attentes initiales. La perspective de gagner ma liberté sans charge financière était très attrayante pour moi. Elle m'a assuré qu'elle pourrait préparer les documents nécessaires et me les fournir pour ma signature cet après-midi-là. Elle pensait que tout se déroulerait bien et a mentionné qu'elle consulterait son avocat, ne prévoyant aucun problème. Bien que je n'ai pas de représentation légale, je voulais en discuter d'abord avec Kevin. J'ai demandé ses coordonnées, expliquant que je le contacterais si mon avocat rencontrait des problèmes. J'ai précisé que si elle ne recevait pas d'appel, elle devrait m'apporter les documents directement. Avec cette tâche accomplie, j'ai ressenti un soulagement.
Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte lorsqu'elle est partie. J'ai remarqué Sally de l'autre côté du parking, mais elle est rapidement partie en voiture avant que je puisse la signaler. Je me suis rapidement rasé, habillé et je suis allé chez Belly Up. Betsy m'a versé du café mais m'a regardé d'un air désapprobateur. J'ai demandé s'il pouvait au moins me laisser tout expliquer, et elle a répondu que ce n'était pas son problème, mais que je ferais mieux de trouver une histoire convaincante. Le petit déjeuner avec Sally était tendu, mais la conversation était froide. J'ai mangé aussi rapidement que possible et j'ai immédiatement appelé Kevin. Il était hors de la ville, mais nous avons réussi à parler pendant 20 minutes. À ma surprise, il était satisfait de toute la situation et m'a conseillé d'accepter. Il a souligné l'importance d'obtenir des copies de tous les documents et rayonnait de confiance. Je lui ai demandé de contacter Sally en mon nom et il a conclu la conversation en riant. Il y avait une grande station de lavage de voitures non loin de l'autoroute 90. J'y ai passé plus d'1 heure à nettoyer et aspirer l'intérieur de la voiture avec soin, puis je l'ai minutieusement ciré. Il aurait été plus facile de payer pour un service professionnel, mais j'avais grand besoin de thérapie. Avant de rentrer, j'ai décidé de déjeuner au Cracker Barrel, espérant éviter la colère de Betsy qui avait stratégiquement garé juste devant ma porte cette fois-ci. Quand je suis arrivé, Sally est sortie du Jeep, visiblement perplexe. Son expression indiquait clairement que Kevin lui avait parlé au cours des 2 dernières heures. Elle s'est sincèrement excusée, reconnaissant la gravité de son erreur. Parfois, la culpabilité peut mener à des résultats positifs. Intrigué, j'ai demandé la durée typique d'un tel processus. Elle m'a informé que cela prenait généralement moins de 90 jours et qu'une décision serait prise avant les élections. Nous avons échangé un regard complice, reconnaissant son importance. J'ai demandé si je devais rendre visite à ma femme pour me rassurer, mais Madame Mila a répondu qu'il préférerait que je ne le fasse pas. Finalement, j'ai accepté la proposition mais avec une condition, il devait couvrir mes frais d'hébergement et de nourriture jusqu'à la fin du processus. Madame Mila a souri, montrant que le résultat dépassait ses attentes initiales. La perspective de gagner ma liberté sans charge financière était très attrayante pour moi. Elle m'a assuré qu'elle pourrait préparer les documents nécessaires et me les fournir pour ma signature cet après-midi-là. Elle pensait que tout se déroulerait bien et a mentionné qu'elle consulterait son avocat, ne prévoyant aucun problème. Bien que je n'ai pas de représentation légale, je voulais en discuter d'abord avec Kevin. J'ai demandé ses coordonnées, expliquant que je le contacterais si mon avocat rencontrait des problèmes. J'ai précisé que si elle ne recevait pas d'appel, elle devrait m'apporter les documents directement. Avec cette tâche accomplie, j'ai ressenti un soulagement. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte lorsqu'elle est partie. J'ai remarqué Sally de l'autre côté du parking, mais elle est rapidement partie en voiture avant que je puisse la signaler. Je me suis rapidement rasé, habillé et je suis allé chez Belly Up. Betsy m'a versé du café mais m'a regardé d'un air désapprobateur. J'ai demandé s'il pouvait au moins me laisser tout expliquer, et elle a répondu que ce n'était pas son problème, mais que je ferais mieux de trouver une histoire convaincante. Le petit déjeuner avec Sally était tendu, mais la conversation était froide. J'ai mangé aussi rapidement que possible et j'ai immédiatement appelé Kevin. Il était hors de la ville, mais nous avons réussi à parler pendant 20 minutes. À ma surprise, il était satisfait de toute la situation et m'a conseillé d'accepter. Il a souligné l'importance d'obtenir des copies de tous les documents et rayonnait de confiance. Je lui ai demandé de contacter Sally en mon nom et il a conclu la conversation en riant. Il y avait une grande station de lavage de voitures non loin de l'autoroute 90. J'y ai passé plus d'1 heure à nettoyer et aspirer l'intérieur de la voiture avec soin, puis je l'ai minutieusement ciré. Il aurait été plus facile de payer pour un service professionnel, mais j'avais grand besoin de thérapie. Avant de rentrer, j'ai décidé de déjeuner au Cracker Barrel, espérant éviter la colère de Betsy qui avait stratégiquement garé juste devant ma porte cette fois-ci. Quand je suis arrivé, Sally est sortie du Jeep, visiblement perplexe. Son expression indiquait clairement que Kevin lui avait parlé au cours des 2 dernières heures. Elle s'est sincèrement excusée, reconnaissant la gravité de son erreur. Parfois, la culpabilité peut mener à des résultats positifs. Au retour de Mademoiselle Miller avec les papiers que je devais signer, Sally était déjà partie, ce qui m'a surpris. Elle a insisté pour me remettre un chèque de $10 000, tandis que la campagne de Robert continuait à décliner. Ma demande de divorce a avancé sans encombre dans le processus juridique. Tracy vivait maintenant à College Station, prise en charge par un ami.
Le timing était parfait et mon divorce est devenu officiel juste avant les élections. Kevin est sorti vainqueur et a exprimé sa gratitude, promettant de me rembourser personnellement pour l'aide apportée. Il semblait que je n'avais pas fait grand-chose, mais je lui ai dit en plaisantant que je considérerais cela comme une compensation s'il me présentait sa sœur. En réponse, Sally m'a poussé doucement le bras. Après les élections, les choses ont pris une tournure difficile pour Amelia. Elle s'est retrouvée confrontée à des accusations inattendues de bigamie et a mystérieusement disparu une fois de plus, ce qui semblait être sa spécialité. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de la revoir ou de lui parler à nouveau. J'ai décidé de vendre le camion et d'utiliser l'argent pour acheter une maison dans un petit coin tranquille près de Hiron. Sally et moi nous sommes mariés à Noël, et mes 5 garçons étaient présents au mariage. Betsy a déménagé dans une maison mobile à 2 étages et nous a assuré qu'elle en prendrait bien soin. Nous avons découvert lors de l'échographie que nous attendions une fille, alors j'ai demandé des suggestions de noms de filles commençant par la lettre T. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée autant que j'ai aimé la créer. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, de mettre un pouce levé si vous avez aimé et de la partager avec vos amis. Vos retours et votre soutien sont précieux pour moi et m'aident à continuer à produire du contenu qui vous intéresse. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.